Alors, aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu spéciale parce qu'elle rentre dans la catégorie proverbes dangereux. Alors, je vais en prendre un au hasard et on va l'expliquer et nous allons voir en quoi ce type de pensée est dangereuse. Vous êtes prêts? Alors, aux Antilles, il y a un proverbe qui dit « Des malrates, pas qu'à vivre en même trou ». Alors, si vous êtes antillais, vous comprenez ce proverbe. Bon, mais si vous n'êtes pas antillais, je vais quand même vous l'expliciter. En gros, deux rats mâles ne peuvent pas vivre sous le même toit. Par mâle, il faut entendre dominant. Mâle dominant, hein, quelqu'un qui... Donc, c'est comme si deux rats dominants ne peuvent pas vivre sous le même toit. Parce qu'en gros, ils vont se friter, ils vont se casser la tête, ils vont vouloir se taper dessus. Pourquoi ce proverbe est dangereux et, à mon sens, faux? Tout simplement parce que, déjà, nous ne sommes pas des rats. Bon, bien sûr, nous pouvons avoir un comportement qui est pire que celui d'un rat, notamment avec les kalachnikovs, les bombes et tout ce qui s'ensuit. Bref, vous savez que l'humain est très doué pour faire la guerre. Oui. Donc, ce n'est pas une grosse fierté. Donc, ces deux mâles ne sont pas censés coexister, coopérer. Sauf que c'est vrai que quand il y a deux mâles dominants, ils ont tendance à se bouffer dans la nature, en tout cas chez les rats. Mais je veux dire que nous sommes censés être des êtres civilisés. Et si ce proverbe était vrai, ça veut dire que ce serait la guerre à l'Élysée en ce moment-là. Ça voudrait dire qu'ils seraient en train de tous se friter dessus, de se taper dessus. Je sais pas, vous imaginez un Macron avec une batte de baseball, comment il s'appelle, Trump avec, je sais pas, ses chaussons dans la main gauche, dans la main droite, en train de menacer Macron, lui courir après, lui dire « Je vais te frapper, je vais te... Hey, tu m'énerves, je t'aime pas, tu... » En fait, ça c'est une image, hein. Mais derrière les caméras, ils sont copains-copains, faut le savoir, quand même. Hein, il y a un minimum de choses qui sont cachées. C'est-à-dire que c'est comme si toutes les entreprises étaient vraiment mais à feu et à sang. Bon, je dis pas que les entreprises, c'est un bon exemple et en même temps un mauvais exemple. Parce que j'imagine quand même qu'ils ont quand même un minimum d'intelligence pour pouvoir faire prospérer leur entreprise un minimum. C'est-à-dire que vous pouvez être employé, si vous cherchez à attaquer l'un des dirigeants, les autres vont venir le soutenir. Donc, le proverbe finalement qui dit que deux personnalités dominantes ne peuvent pas coexister, déjà là, ça tombe légèrement à l'eau. Légèrement. Juste un tout petit peu. Parce que quand il s'agit de pépettes, vous savez quoi? Les mâles dominants, ils savent se mettre au diapason. Ils savent comment faire en sorte que rien ne puisse les atteindre. Rien ni personne. Vous avez, dans le cadre, par exemple, d'évasion fiscale, ils savent comment se soutenir mutuellement. Attends, t'inquiète. Pourtant, c'est tous des dominants. Hein. J'ai un avocat pour toi. Mais alors, mais vraiment, mais comme ça. Mais dans les médias, vous allez voir qu'ils vont se taper dessus. Ouais, il a dit ci. Ouais, elle a dit ça. Et voilà, ça part en live. Et vous vous dites, mais ils s'entendent pas en fait. Mais dans la réalité, ils s'entendent tous parce qu'ils ont un intérêt commun. Quand il y a un intérêt commun, ces deux mâles dominants arrivent très bien à trouver un terrain d'entente. Et si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas de commerce. Ça n'existerait pas puisqu'on se ferait la guerre. Il y aurait pas d'importation. Il n'y aurait pas d'exportation. Puisque pour exporter, il faut quand même avoir un certain statut. Il n'y aurait pas de commerce entre deux pays. Puisque le commerce, il y a aussi un enjeu de pouvoir là-dedans. Mais il faut quand même qu'ils trouvent un terrain d'entente. Et ils le trouvent, ce terrain d'entente. Je t'exporte du chocolat, tu m'importes des télévisions. Bon, je dis, ça n'a pas la même valeur, mais vous comprenez le truc.
Voilà, donc c'est pour ça que je dis que ce proverbe, il est faux, finalement. Il est faux et c'est un proverbe qui se transmet de génération en génération. Et finalement, je trouve qu'il cultive non seulement la guerre dans les familles, il sème la zizanie, ce truc-là. Parce que, normalement, un papa qui est par exemple dominant, il y a de fortes chances pour qu'il donne un enfant qui est lui aussi dominant, qui a des gènes de leader lui aussi. Et si vous lui dites que deux dominants ne peuvent pas vivre sur le même toit, vous allez créer des tensions chez ce jeune qui a besoin de trouver sa place de manière juste, correcte, sans pour autant nuire à ses parents, mais il sera perçu, en fait, c'est comme si on lui disait, tu es néfaste parce que tu es dominant, tout simplement. Dominant ne veut pas dire que forcément cette personne a envie de prendre le pouvoir sur ses parents. Mais le problème, c'est qu'aux Antilles, dès que le parent n'est pas dominant sur l'enfant, qui n'a pas une domination totale et absolue, pour eux, c'est comme si l'enfant, en fait, doit une obéissance absolue. Même si lui, il a besoin de trouver ses marques, ils ne vont pas lui autoriser à trouver ses marques. Ta marque, c'est tu restes dans mon ombre. C'est tu fais ce que je te dis et pas ce que je fais. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et l'enfant, après, plutôt que de jouer son rôle un petit peu de guidance, de leader, entre guillemets, il n'osera pas prendre sa place, en fait. Et ça va donner un enfant qui n'agit pas, qui est censé être dans l'action, parce que généralement, les gens qui sont dominants sont des gens qui ont besoin d'action, qui ont besoin d'agir par eux-mêmes, qui sont autonomes. Et il faut favoriser ça. Il est vrai que donner trop de pouvoir à quelqu'un, ça peut être néfaste aussi. Donc, c'est aux parents de savoir jauger ce sur quoi l'enfant a le droit et ce sur quoi l'enfant n'a pas le droit. Mais si vous mettez des interdits everywhere, l'enfant, en gros, c'est comme s'il n'existait pas, quoi. Il aura l'impression de ne pas exister, il aura l'impression d'être nul, de ne pas être à sa place. Et la question qui va se poser tout le long de son enfance, c'est où est ma place? Je suis censée jouer mon rôle de leader, apprendre justement ce rôle de leader. Et c'est comme des familles d'oiseaux. Je veux dire, c'est comme si le rôle de leader, c'était apprendre à s'envoler. Vous vous rendez compte de ce qui se passerait si jamais comment dirais-je, les aigles se mettaient à agir de cette façon, les aigles, quelle que soit la race d'animaux, d'oiseaux qui volent. Si le corbeau se dit, je ne veux pas apprendre à mon bébé corbeau à voler, si l'aigle se dit, je ne veux pas apprendre à mon bébé aiglon à voler, mais les oiseaux, ils vont rester dans le nid, mais ad vitam aeternam. Ils vont être nourris par leurs parents jusqu'à la fin de leur vie. C'est pas possible. Au bout d'un moment, le parent cède un petit peu son pouvoir à son enfant pour qu'il puisse voler de ses propres ailes. Mais s'il ne le soutient pas un minimum, qu'il l'encourage pas à voler de ses propres ailes et finalement à être le dirigeant de sa propre vie, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce que là, je pense que la crainte qui est dans ça, c'est que dès lors où tu commences à prendre un petit peu de pouvoir sur ta vie, j'ai peur que tu prennes du pouvoir sur moi en tant que parent. Pour moi, je vois que ça, en fait, comme crainte qui peut justifier ce proverbe-là. Et je dis pas qu'il n'y a pas des enfants qui sont tyranniques. Ça existe, les enfants tyranniques. Mais ça existe aussi les parents tyranniques. Je pense qu'il faut faire les choses intelligemment et apprendre à cet enfant, ok, tu as un caractère dominant, mais il va falloir mettre les choses au clair. Hein. La première personne que tu dois dominer d'abord, c'est toi-même. Ce serait peut-être même bon d'envisager peut-être des stages, comment dirais-je, puisque les gens qui ont besoin généralement d'être dominants, qui sont vraiment dominants dans leur trait de caractère, c'est des gens qui ont besoin d'action, qui ont besoin d'agir. Donc lui trouver une activité
une activité où il est obligé d'agir. Quand ce besoin est rempli, il n'a pas besoin d'être hyper autoritaire. Il n'a pas besoin de prendre le pouvoir sur vous puisqu'il a une activité qui le nourrit intérieurement. Et plus il est nourri, et plus il sera à même d'être un bon leader finalement. Donc, plutôt que de le menacer en lui disant que deux mâles ne peuvent pas vivre sous le même toit, dites-lui plutôt que ça demande une adaptation, ça demande à ce que chacun ait une activité dans laquelle il peut diriger. Voilà. Bon, bah voilà, si tu veux, en fait, ton rôle, toi, c'est de trouver ta tribu à toi à diriger. L'enfant, il comprend qu'il a sa tribu à lui à diriger. Il ne va pas se dire qu'il y a conflit. Alors que si vous lui dites que deux mâles dominants ne peuvent pas rester sous le même toit, là, il comprend qu'il y a un conflit d'intérêts. Et le conflit, il ne viendra pas de lui forcément. C'est vous qui, dans vos mots, lui envoyez ce message-là. Et ensuite, vous vous étonnez que ces gamins, ils pètent un câble. On n'est pas dans Highlander, en fait, où il ne peut y en avoir qu'un. Là, c'est la vie, on est censé être dans l'amour. Une petite minute, il y a mon portable qui se décharge. Me revoici. Donc, lui dire que deux mâles dominants ne peuvent pas vivre sur le même toit, en gros, vous le mettez à la porte déjà. Est-ce qu'il a reçu toute l'instruction qu'il a besoin pour démarrer une vie correcte et en étant conscient de ses capacités et de ses besoins fondamentaux? Est-ce que vous ne le mettez pas dehors à un moment donné où il a besoin justement d'informations qui sont essentielles, qui lui permettront justement d'être autonome? Parce que cette phrase, pour moi, c'est une manière de ne pas faire son devoir de parent et ne pas lui donner les clés de sa vie, finalement. Ne pas lui donner les clés pour pouvoir être heureux, tout simplement. De pouvoir construire une vie qui soit épanouissante. Parce que s'il n'a aucune connaissance de lui-même, par exemple, et qu'il décide par exemple d'être employé, mais que ce boulot lui donne zéro liberté et qu'il se rend compte que ça le déprime et qu'il n'est pas bien dans sa vie, ben il sera passé à côté de lui-même parce qu'il n'aura pas appris à être lui ou à être elle si c'est une femme. Donc, à mon sens, certains proverbes, c'est à éviter. Celui-ci en fait partie, à mon sens, où il n'apporte pas les clés, en fait, pour pouvoir être un meilleur leader. Il n'apporte pas les clés pour être bon dans le fait de guider les autres, pour être bon dans le fait de diriger une équipe, pour être bon dans le fait de savoir diriger sa famille. Parce qu'il y a de très bons leaders de famille. Ils savent repérer les besoins des autres, mais ça, faut l'apprendre. Et ça, c'est de vous qui l'apprend. Donc, si vous lui dites que deux mâles ne peuvent pas rester sous le même toit, en gros, vous faites complètement l'impasse sur l'apprentissage, sur votre enseignement. Vous lui enseignez rien. Vous lui enseignez rien. Vous lui enseignez juste qu'il doit partir. Ça, je pense qu'il en a conscience. Mais s'il n'a pas reçu tous les éléments pour vivre une vie épanouie, vous me direz, il y a toujours l'option bouquin, mais qui fait l'éducation des parents? C'est pas uniquement les bouquins, c'est aussi les parents. Ne lâchez pas votre responsabilité sur d'autres personnes. Comme par exemple, vous dites, oh bah, je vais lâcher la responsabilité sur les professeurs. C'est le professeur qui va éduquer mon enfant. Non! Le professeur, tout comme le psychologue, sont des aides, des suppléants. Ils sont là pour vous assister, en gros. Ils sont là pour faire le relais ou éventuellement faire le lien entre vous et votre enfant. Mais l'éducation, c'est les parents qui la font. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est que c'est pas le psychologue qui doit faire l'éducation, normalement, de votre enfant. Il peut lui apporter des clés, oui.
mais le gros du job, ça viendra de vous. Si vous lui enseignez à insulter son psychologue, on est mal barré. Si vous voulez inculquer un minimum de valeurs, comme le respect de son prochain, le respect de soi-même, et c'est des valeurs très importantes. C'est pas les valeurs qui sont mises en avant, mais elles sont extrêmement importantes. C'est primordial, le respect. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Quand vous voyez qu'il y a un manque de respect d'un côté ou d'un autre, que ce soit du côté des parents ou des enfants, ça ne mène à rien, en fait. Ça ne mène à rien. Ça mène à la tristesse, ça mène aux familles qui se déchirent, ça mène à des problèmes psychologiques parfois très très lourds et très longs à guérir, voire parfois qui ne guérissent pas parce que l'enfant est totalement dévasté ou le parent est complètement dévasté, il n'arrive pas à se relever. Donc, je pense que là, pour le coup, être un leader, être un bon leader, c'est aussi savoir former de bons leaders. Un leader qui ne supporte pas qu'un autre puisse diriger n'est pas un leader, c'est un dictateur. Oui. Ça donne des gens mégalos. Et Cusco ne dira pas le contraire. Hitler non plus. Ne supportez pas qu'il y ait l'égalité entre les personnes, alors qu'un bon leader est capable de repérer les besoins de son entourage, d'une part, de ses collègues, de ses employés. Il est capable de repérer les besoins de ses amis et de les aider à les combler, de les diriger sur la bonne voie, leur donner de bons conseils, par exemple, leur donner, j'allais dire, une guidance. Oui, les guider, les mener vers ce qui est bon pour eux. Un mauvais leader va leur dire tu fais comme ça et tu fermes ta bouche. Ça ne fonctionne pas dans les entreprises. Et ça n'a jamais fonctionné et ça fonctionnera jamais. Oh, bien sûr, il y aura du résultat, oui, mais à quel prix? Les cabinets de psy n'auront jamais été aussi remplis. Il n'y aura jamais eu autant de cancers. Et il n'y aura jamais eu autant de suicides que lorsque le leader d'une entreprise est mauvais, que lorsque le leader d'une famille est tyrannique. Il n'y aura jamais eu autant de souffrance que lorsque le leader est incapable d'écouter l'autre. Je vous laisse méditer sur la question. Voilà. Je pense que pour moi, ce qui fait un bon leader, c'est la capacité, pas seulement à diriger, mais ouvrir son cœur pour laisser de la place à l'autre, malgré son rôle de dominant. Voilà, laisser de la place à l'autre. Parce que ça ne va pas vous enlever votre place à vous-même. Votre place de leader est déjà assurée naturellement. Vous n'avez pas besoin d'écraser l'autre pour le faire. Voilà, c'était mon message. Et voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai le prénom de Margaret Thatcher en tête. Une main de fer dans un gant de velours. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, en tout cas. C'est le nom qui a résonné dans ma tête à l'instant. Donc voilà, je pense que c'est ce genre de personnalité-là qui est plutôt bonne, savoir diriger, mais tout en douceur en même temps. Avoir une certaine douceur. Pas que dans la force brute. Quand vous allez dans la force brute, vous êtes dans la force destructrice. Vous êtes dans le fait d'écraser l'autre, de le dominer, mais par agressivité, tout ça. C'est pas utile, l'agressivité. Et voilà, vous avez juste besoin d'utiliser votre bon sens, votre cœur. Et en règle générale, ça vous met sur la bonne route, sur le bon chemin pour être un bon dirigeant, sans écraser l'autre. Plus vous êtes dans le respect de l'autre, et plus il aura envie de vous suivre finalement, naturellement. Il aura envie de vous suivre, il aura envie de vous écouter. Quand vous le respectez
en même temps, vous lui demandez de vous respecter. Mais si vous le respectez déjà de base, vous n'aurez même pas besoin de lui demander de vous respecter. Il aura envie de le faire spontanément. Donc voilà. Mais si vous allez à la dure, voilà, il va vous tenir tête. Il va faire son rebelle, elle va faire sa rebelle. Elle va lever la voix, vous allez lever la voix, ça va aller crescendo, il y a les portes qui vont claquer, il y a des mots, des insultes qui vont exploser, il y aura des verres pilés, il y aura, je sais pas moi, il y aura des clashs. Ça peut être évité. Voilà. Solution, respect mutuel, repérer les besoins de l'autre et les combler autant que possible. Voilà. Vous lui donnez des pistes pour qu'il puisse, il ou elle, combler ses besoins. En tant que leader, c'est important de savoir ça. C'est important d'observer l'autre. Donc, tout ce qui est lecture de la gestuelle, écoutez ce que la personne vous dit, essayez de relever tout ce qui est indication que pourrait vous renseigner en fait sur ses émotions, sur son état émotionnel. Est-ce que cette personne se sent bien? Est-ce que cette personne vit bien en ce moment? Est-ce qu'il n'y a pas des soucis qui pourraient expliquer son comportement, son attitude, peu importe. Posez-lui des questions, intéressez-vous aux autres, intéressez-vous aux gens que vous êtes censés diriger, que ce soit votre famille, vos amis, ou que ce soit vos employés. Voilà, traitez-les comme vous aimeriez être traités. Je pense que c'est le secret pour être un bon leader aussi. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Là encore, c'était spontané. C'était censé durer que 5 minutes et finalement, j'ai fini par faire 21 minutes 55. Et voilà, 22 minutes. Donc voilà, je suis une bavarde. En fait, c'est parce que j'ai le souci de vous apporter des informations de manière la plus claire possible. Et en même temps, c'est des sujets qui me parlent, qui m'inspirent. Et j'espère que ça pourra vous aider à y voir plus clair. Que vous soyez parent, que vous soyez chef d'entreprise. J'espère que ça vous apportera un éclairage nouveau. Bien sûr, ne me croyez pas sur parole. Essayez. Voyez comment ça se passe, parce que ça dépend aussi vraiment des personnes avec qui vous êtes. Si vous avez quelqu'un qui est toxique que vous devez diriger, forcément, ça ne se passera pas aussi bien que ce que je vais vous énoncer, parce qu'il faut quand même que la personne en face soit aussi bien dans sa tête, quoi, que ce soit quelqu'un qui ne soit pas toxique, surtout. Donc, ne jugez pas trop vite, j'allais dire. Essayez d'appliquer un minimum. Normalement, ça devrait bien se passer si vous avez quelqu'un qui est bien, quelqu'un de bien. Cette personne appréciera, je pense, que vous soyez à l'écoute, en fait. Et plus vous êtes à l'écoute, en fait, de l'autre, et puis il a envie de vous écouter, par exemple, si c'est un professeur, il aura envie de travailler, cet enfant, hein, qui vous suit. Ou si c'est un adulte qui prend des cours chez vous. Alors que si vous lui dites « t'es un idiot, t'es bête », ça va pas lui donner envie d'apprendre, ça va lui donner envie de vous fuir. Et le cerveau, il aime pas trop ça, en fait. Quand quelqu'un voit des pics, il a tendance à non seulement fuir la personne, mais fuir la discipline qui est enseignée. Voilà. Donc voilà. Bon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout, veillez les uns sur les autres. Prenez soin les uns des autres. Soyez bienveillants, soyez toujours le plus juste possible. Et n'hésitez pas à demander l'avis d'un expert si vous avez besoin. Demandez l'avis à quelqu'un qui a suffisamment de vécu ou d'expérience dans le domaine pour pouvoir vous aiguiller et vous permettre d'avoir l'attitude la plus correcte possible en toutes circonstances. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous sont chers et qui vous soutiennent et qui vous aiment. Ne serait-ce qu'ils vous aiment, c'est important. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui, je l'espère, vous fera évoluer. Voilà.